l'INSEAC du CNAM. Bonjour, avant de commencer, on voulait juste vous préciser que les dessins que vous avez devant vous et les dessins sur les slides que vous allez voir, ce sont des représentations de personnes qu'on a rencontrées à l'EHPAD de Kersalik. Qui est à l'origine de ces dessins ? C'est Azilis Costemal-Chélin, notre collègue. On est heureux de se retrouver cet après-midi, réunis ensemble pour écouter un projet intitulé « Une éducation artistique et culturelle adaptée » au sein de la résidence EHPAD Kersalik à Guingamp. Donc on écoutera d'abord nos collègues de Kersalik qui prendront la parole en premier, puis ce sera Thierry Seguin, puis ce seront Justine et Zoé, puis ce sera Raphaël et moi. On va commencer tout d'abord par vous écouter et donc par se taire. On vous écoute. Mesdames, Messieurs, je m'appelle Ikram, étudiante en Master 2 à l'INSEAC. Et pour commencer cette soutenance, permettez-moi de vous présenter les collègues avec lesquels j'ai eu l'honneur de collaborer dans le cadre de ce projet. Aziliz, Etchou, Eninsou et Lodis, qui ont chacune apporté leur énergie et leurs idées et leur engagement à la réussite de cette initiative. Leur diversité d'expériences et leur créativité ont enrichi chaque étape de ce projet et je tiens à les remercier sincèrement pour leur implication sur ce projet. Nous tenons également à remercier chaleureusement les personnes qui nous ont accompagnés durant notre projet PEPS, Monsieur Damien Malinas, Monsieur Raphaël Roth, Madame Justine Jondou-Didonjo, Madame Zoé Lagnès, Monsieur Michael Quélin, Madame Corinne Antoine Guillaume, Madame Corinne Poulain, Monsieur Thierry Seguin, Monsieur Philippe Abgral, Monsieur Pascal Parsat et Monsieur Pascal Kaiser, pour le temps et l'attention qu'ils ont consacré à cette présentation ainsi que pour leur retour précieux. Nos remerciements s'adressent également à toutes les personnes présentes dans cette salle, les membres du jury, les enseignants, les partenaires, les étudiants, et ceux aussi qui ne sont pas présents, les résidents de Kersalik, le personnel soignant et les personnes qu'on a eues en entretien. Enfin, nous souhaitons exprimer notre gratitude envers toutes celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin au développement de ce projet, que ce soit par leur conseil, leur soutien ou leur enthousiasme. Et c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous allons maintenant vous présenter le travail réalisé et les perspectives qu'il ouvre. Dans le cadre de notre projet d'expérimentation professionnelle et scientifique, nous avons développé un projet intitulé « Tissant notre toile » en partenariat avec l'EHPAD Kersalik à Guingamp. Ce projet s'inscrit dans une démarche de recherche-action visant à explorer comment l'éducation artistique et culturelle peut être adaptée à des publics spécifiques, en l'occurrence des personnes âgées dépendantes vivant en EHPAD. Nous sommes partis du constat que l'éducation artistique et culturelle reste souvent peu accessible aux personnes âgées, en raison notamment des contraintes physiques, cognitives ou sociales, que les personnes soient isolées ou en logement collectif. En France, avec le vieillissement de la population, les EHPAD accueillent un nombre croissant de personnes âgées souffrant de solitude ou confrontées à des troubles cognitifs. Ces établissements ont un rôle crucial non seulement pour offrir des soins, mais aussi pour proposer un environnement culturel et social stimulant et favorisant le bien-être des personnes. L'EHPAD Kersalik se distingue par son organisation et son mode de fonctionnement, intégrant justement l'art et la culture comme des outils de bien-être. Et en tant que tiers-lieu culturel, il favorise les interactions entre les résidents et la communauté locale, ce qui en fait un terrain idéal pour développer un projet EAC adapté. C'est dans ce contexte, nous nous sommes demandé comment l'éducation artistique et culturelle, à travers un projet adapté et inclusif, peut contribuer à améliorer la qualité de vie des résidents d'un EHPAD, tout en favorisant leur inclusion sociale et leur créativité. Et donc, pour répondre à cette problématique, nous allons en premier lieu vous présenter la méthodologie de travail, le concept d'EAC adapté, la proposition d'un projet EAC, le budget de ce projet, les ateliers menés afin de tester la faisabilité du projet, et enfin les freins et les ouvertures. Et donc après cette introduction sur le contexte et les objectifs du projet, je laisse maintenant la parole à Lodis qui va vous présenter la méthodologie du travail. Merci, Ikram.
cette partie, je vais vous expliquer notre méthodologie de recherche. Tout d'abord, dans le cadre de notre projet d'expérimentation professionnelle scientifique, nous avons réalisé des entretiens semi-directifs et des rencontres. Et en effet, nous avons recueilli des témoignages auprès de l'équipe de Kelsalik et des habitants et pour mieux comprendre leur perception concernant la EAC. Nous avons réalisé des observations directes, c'est-à-dire des visites régulières à Kelsalik, pour observer l'interaction entre l'équipe de Kelsalik et les habitants, ainsi que pour comprendre la dynamique des lieux, pour bien connaître notre terrain et la résidence. Et nous avons réalisé une guide d'entretien auprès des habitants et de l'équipe de Kelsalik pour identifier leurs besoins et leur motivation à participer à des ateliers et les points d'amélioration de ces activités artistiques et culturelles. Nous avons eu des échanges réguliers entre l'équipe de Kelsalik et les habitants et qui ont enrichi notre compréhension des enjeux spécifiques. Et nous avons travaillé en collaboration avec les acteurs de Kelsalik, Madame Corinne, Antoine William, directrice de Kelsalik, Monsieur Michael Kellen, responsable de la vie sociale et de l'hébergement, les habitants, l'équipe soignante, et aussi Madame Cathy Vidot, assistante des soins gérontologiques. Et nous avons aussi réalisé des entretiens avec des acteurs et des experts extérieurs. Vous pouvez trouver la liste plus détaillée sur notre synthèse. Et finalement, nous avons réalisé une évaluation collective c'est-à-dire après la mise en place de nos ateliers participatifs et d'essais, pour vérifier leur adéquation aux besoins spécifiques des habitants. Et aussi, cette démarche nous avons permis d'évaluer leur impact sur les habitants et d'analyser dans quelle mesure ces activités artistiques et culturelles peuvent améliorer la qualité de vie des habitants et aussi favoriser leur bien-être. Nous avons adapté les pratiques artistiques grâce à la facilitation des activités et aussi nous avons évalué des besoins spécifiques, besoins cognitifs, besoins physiques, besoins émotionnels. Et nous avons pris en compte également les stimulations sensorielles et la flexibilité des activités artistiques. Voilà. Donc, je vais vous parler de l'EAC adapté, qui est l'une des problématiques principales de ce projet. Comment justement inclure une EAC adaptée en EHPAD, donc avec les habitants de Kersalik. Donc déjà, dans un premier temps, nous avons pensé justement à la notion aussi d'accessibilité. Comment permettre de réaliser une accessibilité culturelle qui est offerte à tous, et indépendamment de l'âge ou encore de problèmes physiques, psychiques, cognitifs, ou en lien avec les classes sociales. Donc cette accessibilité repose sur plusieurs critères. Donc il y a l'accessibilité physique, donc qui permet au public justement d'accéder aux lieux culturels, donc avec des infrastructures adaptées, l'accessibilité cognitive et sensorielle. Donc favoriser cette compréhension et l'expérience artistique pour des publics en situation de handicap. Également l'accessibilité sociale et symbolique. Aussi, il est important de constater qu'on a des droits culturels et que chaque public a ses droits culturels et il est important de leur faire savoir. Donc pourquoi cette EAC adaptée est-elle vraiment primordiale ? L'éducation artistique et culturelle adaptée permet de lever ces barrières d'accès pour des publics qui peuvent être éloignés ou marginalisés. Et donc l'idée est de lutter contre cette exclusion culturelle.
Donc les personnes âgées en EHPAD, particulièrement celles atteintes de troubles cognitifs ou psychiques, ont cette double exclusion. Donc pour ça, il s'agit de revaloriser leur rôle dans la société en participant à des projets culturels et donc collectifs, de créer un accès concret aux œuvres et pratiques en ce qui concerne tout ce qui est artistique en tenant compte de leurs spécificités et de leurs attentes également, de réduire l'isolement en favorisant des interactions sociales et par des activités créatives et collectives. Donc pour cela, l'art favorise la concentration et les capacités motrices des activités comme la peinture, le collage ou autres, qui permettent justement d'entretenir des gestes parfois en déclin. L'impact émotionnel également, tel que la musique, la danse, le théâtre, peuvent susciter justement des émotions positives et recréer ces interactions entre les personnes âgées, mais également avec des personnes extérieures ou encore l'équipe médico-sociale. Donc c'est un levier aussi d'évasion et de dignité qu'il est important de constater. Donner vraiment sens au quotidien grâce à ces projets d'éducation artistique et culturelle, à travers des expositions, des échanges avec les artistes aussi, retrouver une identité créative. Donc cette démarche inclusive est primordiale pour une société plus équitable. Donc ça réaffirme aussi, comme je le disais, les droits culturels de chacun et notamment permettre aux personnes âgées d'agir et d'être complètement actives dans la société. Et donc, pour le projet qu'on a proposé, qui s'intitule « Tissons notre toile », c'est un projet qui s'inscrit dans une démarche d'éducation artistique et culturelle particulièrement adaptée aux résidents d'EHPAD. Pour ce projet, nous avons fait le choix de travailler directement sur le terrain afin de mieux comprendre les besoins des résidents et adapter les concepts théoriques aux réalités professionnelles du milieu. Ce choix nous a permis de concevoir des ateliers artistiques sur mesure en collaboration avec des étudiants de l'INSEAC qui interviendront en tant que médiateurs et aussi des artistes professionnels. Nous avons choisi de faire intervenir 2 artistes dont le travail s'inscrit en parfaite concordance avec les objectifs de notre projet. Donc on a Madame Pascale Breton, artiste, réalisatrice et menteuse, qui explore le récit de vie et les témoignages, un aspect central de notre démarche visant à valoriser la parole des résidents, et aussi Monsieur Bruno Pilorget, qui est un artiste plasticien qui travaille avec les couleurs pour illustrer les émotions, apportant une dimension visuelle et sensorielle particulièrement adaptée au public senior. Et donc les ateliers se dérouleront sur 4 mois à partir du mois de janvier 2026 au mois d'avril 2026 et ils auront lieu les mardis après-midi, un choix motivé par la disponibilité des étudiants de Master 1 à l'INSEAC en 2023. Et donc, on souhaitait justement collaborer avec l'INSEAC en invitant les étudiants de Master 1 à participer à ces ateliers et donc proposer à l'administration de l'INSEAC de libérer une demi-journée sur la semaine pour pouvoir... Pardon, je suis désolée. Cela leur permettra aux étudiants qui vont participer activement à ce projet à mettre en œuvre leurs compétences acquises en médiation culturelle. Ce soir, vous allez manger quoi? C'est autre chose, hein. C'est quoi que vous allez manger en tout cas? Il va falloir fêter la réussite de votre projet, donc vous avez envie de manger quoi? Des crêpes. Des crêpes. Voilà. Merci beaucoup. On est bon? Oui. On est bon. Alors, tout en pratiquant leur propre discipline artistique, et donc la flexibilité des ateliers permettra d'adapter justement les activités proposées en fonction des préférences des résidents en premier lieu, et aussi des pratiques des étudiants qui vont changer d'année en année, et aussi des interactions qui émergeront au fil des ateliers proposés. Et donc cette collaboration intergénérationnelle sera l'occasion d'un apprentissage mutuel. Pour les étudiants, elle représentera une opportunité précieuse d'exercer la médiation
dans des conditions concrètes et parfois complexes, tout en favorisant un dialogue riche et inclusif avec les résidents. Et donc, pour le côté communication des ateliers, ils seront publiés dans le journal Le Petit Kersalik un mois en amont pour justement proposer aux résidents de participer et d'anticiper leur participation. Ces ateliers incluront une gamme d'activités créatives comme la cuisine, le jardinage, la peinture, la lecture, l'écriture et bien d'autres. Chaque atelier se déroulera sur une demi-journée. Le début de l'atelier sera marqué par une introduction réalisée par les médiateurs et les artistes intervenants qui vont expliquer les objectifs de cet atelier pour encourager les résidents à participer. Ensuite viendra le temps de la pratique où les résidents auront la possibilité de participer activement à l'atelier. Et durant ces moments, les artistes auront aussi l'opportunité de commencer à créer les éléments de production, qu'il s'agisse de toiles ou d'autres œuvres en fonction des activités proposées. Et donc, à la fin de chaque atelier, nous proposons un temps d'échange convivial où les résidents pourront discuter de leurs impressions, de leur création et de leurs émotions et partager un moment ensemble avec les étudiants et les artistes. Cet aspect social est une dimension essentielle de notre projet car il permet de renforcer les liens entre les participants et encourager un sentiment d'appartenance et de communauté créative. Et donc en mai 2026, les artistes bénéficieront de résidences pour finaliser leur production. Ce temps sera crucial pour permettre aux œuvres d'atteindre leur forme finale en tenant compte des retours des résidents et des médiateurs. Nous envisagerons également une réflexion collective sur les créations produites pendant les ateliers afin d'assurer que chaque pièce porte bien l'empreinte de l'implication des résidents. Et enfin, pour la restitution finale du projet qui se déroulera en juin 2026, ce sera un moment fort où les résidents, leurs familles et le personnel soignant et le personnel de Kersalik seront invités à découvrir le travail réalisé. Donc ça va commencer par un vernissage d'étoiles créé par Bruno Piligro à la salle François Mitterrand, qui sera bien sûr adapté en termes d'accessibilité pour les personnes âgées et handicapées. Et ça sera suivi d'une diffusion d'un court-métrage réalisé par Pascal Breton au Théâtre du Champenois. Et ça sera aussi l'occasion de célébrer ensemble la créativité des résidents et de valoriser leur contribution à ce projet. Et donc ce projet vise non seulement à encourager l'expression artistique des résidents, mais aussi à renforcer des liens intergénérationnels et à promouvoir l'inclusion des personnes âgées au sein de la société et à travers l'art. Et pour pouvoir présenter plus en détail les préconisations budgétaires de ce projet, je laisse la parole à Eninsu qui va vous présenter le budget. Nous allons maintenant vous présenter le budget estimatif qu'on avait prévu. Du coup, c'est par rapport à tout ce qu'on vous présente là, c'est des aides financières les plus possibles qu'on peut aider dans le domaine de l'EHPAD. Tout d'abord, la subvention de la ville de Guingamp estimée à 800 €, la subvention du conseil départemental Côte d'Armor à 1 000 €, la subvention DRAC 500 €, subvention CAF, Action intergénérationnelle 400 € et la subvention ARS ou Agence régionale de santé ou aussi aménagement santé adapté qui est estimé à 500 €. Il y a aussi l'aide privée, le mécénat d'entreprise qui est estimé à 500 €. Donc tout ça va pouvoir prendre en charge les fournitures artistiques, les fournitures de cuisine, les matériels pour le jardinage, le matériel d'écriture et des bricolages, aussi les services extérieurs, location de transport, assurance responsabilité civile et l'honoraire d'artiste aussi, qui est estimé à 1 500 €. La communication, y compris les flyers, les affiches durant cet projet et les frais bancaires, aussi les imprévus. Le total de budget est estimé à 4 520 €, mais pourrait aussi aller en plus. Il y a aussi le fonds de solidarité locale estimé à 500 €. Les charges directes
sont aussi dirigés vers Kersalik et de 1 500 €. Et aussi la contribution volontaire, c'est-à-dire les salles de projection et aussi les matériaux sont estimés aussi à 2 500 €. Merci. Et avant de dérouler le projet Tissons notre toile, nous avons aussi préparé deux ateliers participatifs dans le but de tester le recueil et le retour des habitants de Kersalik. Et le premier atelier, c'est multiculturel, c'est le petit voyage. L'objectif, c'est de créer un espace pour avoir un échange avec les habitants de Kersalik. Et parce qu'on a 3 étudiants viennent de pays différents. Et du coup, c'est intéressant pour ramener le culturel différent entre créer un projet et entre les étapes de France. Objectif également, Anis encourage les échanges interculturels. C'est offrir un espace pour découvrir et favoriser des cultures variées, stimuler la curiosité et le dialogue entre les participants. Et deuxième, c'est renforcer le lien social. Troisième, c'est favoriser les expressions personnelles. Pendant l'atelier, il peut y avoir échange avec une intergénération. Le quatrième, c'est stimuler les fonctions cognitives et émotionnelles. Cinquième, c'est accompagner avec bienveillance. Et dans la partie de l'atelier, on a un déroulement de l'atelier. Première partie, c'est introduction de culturel. Deuxième partie, c'est moment d'échange. Dans cette partie-là, les habitants ils peuvent poser des questions. Ils peuvent lier leur expérience de personnel. Et troisième, c'est activité interactive. On a réalisé 2 parties. Première partie, c'est exercice linguistique. Et deuxième, c'est écriture créative. On pratique le langage de mandarin, Anis le langage de espagnol. Alors, on a eu la chance d'être à proximité de Kersalik et donc de réaliser 2 ateliers. Donc, le deuxième est intitulé « Les émotions en couleurs ». Donc, il proposait à 4 dames de réaliser avec nous, d'abord dans un premier temps avec Ikram, un atelier cuisine, donc pour réaliser des sablés. Et dans un deuxième temps, une partie avec moi autour de la peinture et du fait qu'on avait des pratiques, que ce soit en cuisine ou en peinture. L'idée était de leur transmettre, mais également aussi qu'elles nous transmettent quelque chose. On a vraiment réfléchi sur cette notion d'adaptation et donc comment on pouvait la mettre en place déjà dans ces ateliers, avoir un premier aperçu, une première rencontre avec ces personnes aussi et comprendre quelles étaient leurs attentes. Et aussi avoir ce dialogue avec elles. On a constaté que c'était quelque chose de vraiment primordial dans le processus de notre atelier. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment été mis en avant pour souligner justement cette inclusion et ce partage entre 2 générations différentes aussi, à travers justement des pratiques, des savoir-faire, que ce soit venant de nous ou encore venant de ces 4 dames qui nous ont proposé aussi des savoirs qu'elles ont eus, notamment avec leur expérience. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que cette adaptation, elle est liée à un accompagnement tout au long de la vie. Il n'y a pas que forcément des points positifs à retirer. Ce n'est pas toujours évident, le fait de travailler avec des personnes âgées, puisqu'elles sont confrontées aussi à la mort. Et au-delà de situations de handicap, il y a aussi les maladies qui sont prises en compte, comme le cancer notamment, ce qui fait qu'il y a toujours cette difficulté à mettre en pratique des ateliers d'éducation artistique et culturelle pour des personnes qui n'ont plus forcément des envies, rien qu'en termes de se nourrir, de dormir. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment pris en compte aussi dans nos recherches sur cette notion de maladie, et qu'il est très important de donner, mais aussi de recevoir avec ce public qui n'est pas comme un public scolaire où les attentes ne sont pas les mêmes. C'est quelque chose vraiment qui s'est dégagé lors de notre recherche sur le terrain. Et pour la partie de conclusion,
a ses grandes utilités thérapeutiques et il peut favoriser la vie de l'expression et de l'émotion, et aussi pour réduire la stress et également améliorer la qualité de vie des habitants. Et aussi, c'est l'accompagnement adapté, assurant que les habitants bénéficient d'un environnement artistique et respectant leurs besoins. Et aussi, félicitations de l'engagement. Les habitants encouragés à exprimer les manières créatives et intégrées socialement. Le troisième, c'est l'art, pas seulement comme simple loisir, c'est aussi un outil pour favoriser leur vie et aussi pour favoriser la mémoire. Le quatrième, c'est l'AC dans l'EHPAD pour promouvoir une vision positive, créer des opportunités pour les échanges entre les jeunes publics et les personnes âgées. Nous voulons vous partager deux retours qu'on a eus sur les ateliers. Alors au début, pour proposer les ateliers, nous sommes présentés à Kersalik et nous avons rencontré plusieurs personnes pour leur proposer de participer à ces ateliers-là. Et on a eu une dame qui nous a dit que la culture n'était pas aussi importante que ça, qu'il y a plus de choses importantes dans la vie et plus principale que la culture. Et après lui avoir parlé de ce qu'on fait ici à l'INSEAC et de l'importance de la médiation culturelle et de l'intégration de l'art et de la culture tout au long de la vie, sur notre atelier, elle était présente et elle a participé. Et son impression, le mot qu'elle nous a laissé avant de partir, c'est « J'ai ressenti de la chaleur lors de votre atelier ». Et nous voulons aussi vous faire écouter un témoignage d'une résidente à Kersalik. L'après-midi, il y a une activité qui s'appelle La Plume, donc j'aime bien y participer. On échange des cartes avec les autres EHPAD de France ou d'étrangers. Et Cathy, notre responsable, elle va visiter ces villes avec Internet. Vous savez, elle peut aller voir les monuments, tout ce qui est intéressant dans cette ville, et elle nous le passe après. Et on répond à cette carte postale après. On est allé chez vous, on a vu ci, on a vu ça, on s'échange des recettes de cuisine, enfin... Ah oui, c'est vraiment très très bien. Et maintenant, elle avait demandé à ce qu'on fasse partie des cartes joviales. Elle a cherché ça sur Internet, sur Google, je crois. Et on reçoit plein de cartes postales de partout. Alors, s'il y a des adresses, on y répond. Donc ça prend du temps. S'il n'y a pas d'adresse, eh ben, elle les classe. Donc tout ça reprend l'idée du projet de vraiment essayer de toucher les personnes isolées de la culture et de l'art et d'essayer vraiment d'atteindre toutes les personnes qui pensent que l'éducation artistique et culturelle n'est pas importante. Et donc c'est pour ça qu'on s'est vraiment investi pour ce projet. Et le fait de tester ces ateliers nous a vraiment motivés pour nous représenter vraiment une opportunité pour nous de mettre en œuvre ce qu'on a appris à l'INSEAC. Et donc un grand merci à l'INSEAC pour tout ce qu'ils nous ont appris en termes de médiation culturelle et de tout. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour ce partage avec vos émotions qui étaient fortes et on le sentait. Et merci parce que c'est aussi un bon échange de donner et de recevoir. Alors moi, en tant que directrice de l'établissement, ça fait un petit moment que mon collègue vient à CEAC et puis me dit il y a des choses super. Et effectivement, je mesure. Je vous ai vu œuvrer tous les mardis dans notre établissement. Et vous preniez vos marques de plus en plus. Alors, super travail, merci.
Ça confirme aussi ce que l'on fait au quotidien, mais j'ai bien senti que vous avez réussi à nous le traduire. Donc ça, c'est fort. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils vous ont apporté au-delà de votre travail. Qu'est-ce que ces personnes âgées vous ont apporté lors de vos visites? Qu'est-ce que vous avez aussi senti comme évolution lorsque vous veniez chez nous? Et puis, je voudrais aussi que vous puissiez mettre en valeur, vous avez parlé effectivement de la personne âgée, mais à travers tout ce que vous proposez, à savoir, c'est que l'accompagnement que vous personnalisez dans l'art, ça veut dire qu'il va y avoir un ricochet, il va y avoir un lien avec nos soignants. Et j'aimerais que vous puissiez aussi valoriser ce côté-là. Parce que vous mettez la personne âgée au centre, et ça je trouve vraiment fantastique. Mais au-delà de ça, automatiquement, si la personne âgée se sent valorisée, si elle sent ce côté artistique qu'elle l'a toujours eu mais qu'elle ne le savait pas forcément, il y aura des répercussions sur l'équipe soignante. Et puis le prochain travail, ce sera travailler la même chose mais avec les soignants. Voilà, mais merci de ce partage, et puis moi j'ai hâte de voir encore plein de choses. Merci. Je voulais répondre à votre question par rapport à ce que rencontrer les personnes âgées nous a amené. C'est vraiment un autre public. Au début, on ne savait pas trop comment procéder. Et avec les interactions, on a pu constater les difficultés des différents publics et justement les besoins des différents publics. Et ça nous a vraiment apporté une autre dimension de médiation auprès de publics différents. Donc c'est beaucoup plus de l'adaptation personnelle des médiateurs envers ces personnes-là. Juste vous parlez d'émotions. Les vôtres, c'était lesquelles? Au début, c'était de la peur, beaucoup plus de comment je vais réagir et qu'est-ce que je dois dire et qu'est-ce que je ne dois pas dire. Et lors de l'atelier, c'était fluide, c'était spontané et tout venait du cœur, et même les interactions avec les dames qui étaient présentes étaient vraiment fluides, et ça nous a vraiment apporté plusieurs choses. Merci. Pour moi, dans notre cas, avec la mise en place de notre atelier, et nous avons des échanges avec Madame Jacqueline Monnier, et c'était une expérience très, très agréable pour nous, parce qu'elle est vraiment encourageante, je ne sais pas si on peut dire comme ça, et on ressent la paix et la joie, pardon, excusez-moi. Parce que toujours, elle dit qu'on se sent bien à Kersalik, on est contente ici. Du coup, oui, c'est comme chez nous. Et ça nous a encouragés pour faire ce travail, pour observer la dynamique de Kersalik. Et voilà, et aussi, vous avez dit aussi par rapport aux soignants, nous avons eu également l'expérience de partager avec Madame Cathy. Et Madame Daphine. Oui. Et du coup, Madame Cathy, elle a dit aussi que c'est très important dans un établissement de prendre en compte les soignants aussi, ce côté-là. Parce qu'effectivement, si les soignants sont contents et ils travaillent avec plaisir, ça ressent dans tout l'établissement, et c'est qu'on peut constater dès qu'on arrive à Kersalik. Merci. Pour revenir aussi à l'équipe médico-sociale, on a eu un entretien avec Una Spengler, donc une artiste qui est venue faire une résidence d'artiste de 2 semaines, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et elle nous disait que c'était comme des médiateurs pour elle, que c'était primordial dans son projet, puisque c'est vrai que le contact avec tous les publics n'est pas toujours évident. Et le fait que les personnes qui travaillent à Kersalik connaissent bien les personnes âgées, ça a été vraiment une aide pour elle dans la mise en pratique de son projet artistique, pour vraiment comprendre justement leurs attentes, comprendre qui elles sont aussi dans la rencontre, que c'était vraiment des médiateurs pour elles et que ça, c'était primordial. Vous avez demandé sur les liens avec les soignants aussi. Du coup, pendant les entretiens, on a aussi ressenti des fortes émotions envers eux.
surtout parce qu'ils aiment bien raconter leur journée avec les habitants. Et en termes d'expérience culturelle, ils font tout le temps d'observation sur les personnes âgées, sur comment ils réagissent face aux ateliers qu'on les propose. Et elles ressentent beaucoup des émotions. On dirait qu'elles ressentent vraiment les émotions que les habitants là-bas ressentent aussi. Déjà, merci à vous pour ces temps du mardi. Très sympa. Alors, c'est surtout vu sur les temps d'entretien et de calage et d'organisation, moins sur ces ateliers en pratique. Mais si je vais... Beaucoup de choses ont été dites avant. Mais si je dois revenir sur ces ateliers, je peux vous dire que les habitants ont pris, mais alors les collègues également, énormément. Voilà, vous parlez de Cathy, la collègue, mais pas que. Elle a fait un retour derrière aussi à d'autres. Et ça a vraiment amené une dimension vraiment importante à vos 2 ateliers. Voilà, mélanger la cuisine et la peinture... pas forcément ce qu'on sait le faire nous naturellement, vous avez réussi à le faire, voilà, et amener cette multiculturalité sur votre atelier, c'était vraiment très 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 fort. Le mandarin, il y en a 2 qui en parlent encore, donc ça reste. Donc tout ça c'est imprégné et votre travail il est très important en ça, voilà. Donc merci. Je voulais juste vous dire que vous avez très vite compris le mot adapté. Les premières rencontres, on se demandait, vous me demandiez, mais c'est possible, oui, on peut adapter. Vous, les premiers, vous êtes adaptés vraiment très facilement, voilà, autant à la structure qu'aux habitants. Et les activités qui ont découlé viennent de ça aussi, votre adaptation. Donc c'est toujours un jeu permanent et en ça, c'était vraiment super. Voilà. J'ai rien d'autre à rajouter. Merci. Eh bien, je voulais vous remercier pour votre exposé, pour cette expérience qui était très touchante. Une petite anecdote sur l'émotion. Moi, j'ai travaillé pendant 25 ans avec une metteur en scène qui s'appelle Madeleine Ward. Et non, même 30 ans. On s'est rencontrés en 94. Et Madeleine est une metteur en scène qui, au départ, était une éducatrice. Et puis, elle est devenue une metteur en scène très connue, qui a joué 3 fois dans le Festival d'Avignon, 2 fois dans le Festival d'Automne. Et en 2015, comme ça, elle a la chance de pouvoir candidater à la direction d'un CDN. C'était la première fois en France qu'une metteur en scène qui avait travaillé avec des artistes en situation de handicap candidatait à la tête d'un centre dramatique national. Et au début du jury, elle a eu cette émotion que vous avez eue tout à l'heure. Elle a pensé au message de sa maman, même moi j'avais été ému là, en l'évoquant, qui lui avait dit bonne chance, et qui était décédée juste après. Et qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des crêpes. Très bien. Et donc, en fait, ce que je m'étais dit à ce moment-là, quand on m'avait raconté ça, parce que le jury s'est moqué d'elle, en fait, et je me suis dit que quand même, toute sa vie, elle aurait eu ce regard péjoratif à son égard, et elle aurait été mal jugée, et je pense que cette émotion est très importante. Alors, je vais vous dire pourquoi. Alors, vous avez abordé ce sujet de l'éducation artistique, culturelle adaptée. C'est un sujet qui est très important, parce que au Centre national que je dirige, on a décidé d'en faire un axe de recherche en partenariat fort avec l'INSEAC. Très rapidement, on le sait, il existe du sport adapté. Il peut exister effectivement une éducation artistique culturelle adaptée, c'est-à-dire un respect tout simplement de la loi 2005 qui prévoit des normes d'accessibilité et des règles de compensation pour aider les personnes différentes à pouvoir avoir accès comme les autres à certains droits, dans les droits culturels et les droits à l'éducation artistique culturelle. Donc le 11 février prochain, ça sera le 20e anniversaire de cette loi. Et si vous regardez ce qui s'est passé en 20 ans, il y a d'abord eu une accessibilité physique. Je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans l'accessibilité cognitive, c'est-à-dire qu'on commence à se rendre compte qu'il va falloir réfléchir à l'accessibilité des supports de communication, des sites internet. L'accessibilité numérique est très importante. Mais je pense que vous êtes en train d'ouvrir une autre voie qui est très importante et qu'il faut qu'on creuse ensemble, que moi j'appellerais l'accessibilité sensible. C'est-à-dire ce vécu, cette proximité, ce travail d'être à portée de main de l'autre, à portée de vie de l'autre, à portée du contact, et d'expérimenter par le faire. Et j'étais assez sensible à ce que vous avez évoqué à un moment donné, c'est-à-dire que vous apportiez un savoir artistique d'autres cultures, d'autres langues, et en même temps vous receviez de ces personnes des savoirs et des connaissances. C'est ça qui est très touchant, je trouve, dans ce que vous avez porté là. Et peut-être, si j'avais une première question à vous poser, on voit bien dans votre conclusion, à un moment donné, vous évoquez le sujet de l'art-thérapie, en même temps que vous avez évoqué le sujet de l'éducation artistique culturelle adaptée.
Est-ce que quelle différence vous en faites, vous, de cette notion d'art-thérapie d'un côté, d'éducation artistique culturelle adaptée, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est mélangé dans vos esprits? Personnellement, l'art-thérapie, je ne sais pas trop quoi en penser, parce que pour moi, naturellement, l'art déjà a une fonction de permettre justement de s'exprimer, de se sentir mieux naturellement. Et donc les deux sont liés, je pense que ce sont des termes d'abord avant tout. Je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais pour moi vraiment l'éducation artistique et culturelle à l'origine a cette fonction d'art-thérapie avec son public. Il y a vraiment des bienfaits qui en ressortent et ça a été constaté. Oui, alors justement, vous avez à un moment évoqué le fait que ces personnes vous avaient apporté des savoirs, des connaissances. Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté, qui vous a marqué? Au niveau de leur vécu, elles nous ont parlé de leur relation avec la culture, avec l'art, au niveau des épreuves qu'elles ont pu vivre tout au long de leur vie, mais davantage sur leur quotidien. Au final, on a vu qu'il y avait vraiment un lien assez proche avec l'éducation artistique et culturelle et le quotidien. Et donc, ça nous a permis aussi de grandir, de prendre du recul sur certaines choses et de comprendre aussi leur sensibilité à travers leurs témoignages, comprendre aussi qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter en termes de production artistique et culturelle. Par exemple, pour l'atelier qu'on a réalisé avec ICRAM, elles ont vraiment participé à des créations, que ce soit au niveau de la cuisine, mais également au niveau des peintures. Et c'est à travers aussi leur ressenti, leur expérience, parce qu'elles ont vraiment une expérience importante qu'il est, je pense, assez primordial de prendre en compte dans une création collective avec elles. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment ressorti. Et au moment de... quand on faisait l'atelier, on sentait que c'était naturel de leur part de nous parler de leur vie, de leurs pratiques artistiques qu'ils avaient avant, de comment ils répartissaient leur temps entre cuisine, vie personnelle et leurs pratiques artistiques. Et elles nous ont vraiment parlé de tout et on s'est sentis très très à l'aise avec elles. Et même on ne s'attendait pas au début qu'elles allaient nous parler de leur vie personnelle, mais elles nous ont vraiment évoqué tout ce qu'elles faisaient en termes de cuisine. Et après, elles nous ont parlé de leurs pratiques artistiques, quand est-ce qu'elles exerçaient ça, quand est-ce qu'elles avaient le temps pour ça et tout. Et ça nous avait vraiment touché que ces personnes-là ont senti une certaine proximité avec nous pour pouvoir nous parler de leur vie personnelle. Il y a été beaucoup de femmes ou il y a eu quelques hommes? Sur notre atelier, on avait 4 dames qui ont participé. Et sur l'autre atelier, si je ne me trompe pas, il y avait 2 hommes et les autres, c'était des dames aussi. Je vous remercie. Je retiens qu'il faut que l'éducation artistique culturelle adaptée soit augmentée par l'apport d'autres langues. Je trouvais ça très intéressant. Si j'avais d'autres questions, ça serait celle-là, mais je vais laisser quand même les membres du jury. Donc, alors, je me permets ça. J'ai entendu que vous aviez parlé mandara. Vous avez parlé d'autres langues dans cet atelier? Effectivement, comme on a mis en place un atelier multiculturel, du coup, nous sommes... bon, ça... Vous pouvez constater un petit peu le voyage sur 3 pays, et la République dominicaine, Madagascar et Taïwan. Et à la fin des ateliers, on a pris un moment pour pratiquer la langue espagnole un petit peu, et aussi l'écriture en mandarin, oui. Et je me suis rappelé d'un détail sur notre atelier aussi. Moi, je n'ai pas participé au 2e atelier multiculturel, donc je n'ai pas pu parler ni de mon pays ni de sa culture. Mais lors de l'atelier, les participantes nous posaient beaucoup de questions, sur ma partie, beaucoup de questions sur ma culture et mes habitudes culinaires par rapport à mon pays. Et du coup, on a eu l'opportunité de parler de ça. On n'a pas parlé de langue. J'ai pas du tout évoqué la langue arabe, mais on a vraiment parlé de tout ce qui était culturel, familial et culinaire par rapport à mon pays. Bon, merci bien pour ces ateliers internationaux. C'est remarquable. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc moi, c'est ce que je disais ce matin. Pareil, je vous ai pas beaucoup suivi, mais je vous ai aperçu, j'ai pris de vos nouvelles de temps en temps. Et comme ce matin, ça fait plaisir de vous voir arriver à la soutenance souriante
et contente du travail que vous avez fait. J'ai l'impression qu'en plus, ça s'est bien passé. Vous avez pris beaucoup de plaisir et c'est toujours très agréable. Moi, je trouve qu'en fait, vous avez fait plein de choses formidables. Et c'est une discussion qu'on a déjà eue à plusieurs reprises, mais il faut aussi, je pense que vous l'avez fait peut-être dans le dossier, mais ne pas oublier de raconter ce que Ikram, tu disais sur la peur et l'appréhension, et de raconter comment est-ce qu'on arrive sur un terrain qu'on ne maîtrise pas forcément, et comment est-ce qu'on s'approprie un terrain, parce que ça aussi c'est très intéressant, tous ces éléments de méthode que vous pouvez raconter, parce qu'en plus on voit bien que vous avez vraiment arpenté votre terrain, donc je pense que vous avez plein de choses à raconter sur la façon dont votre objet aussi s'est transformé petit à petit. Et je trouve que dans votre synthèse, on aurait bien aimé retrouver un peu plus d'éléments sur cette méthode-là. On a une introduction qui est très large sur l'EAC, puis des résumés d'ateliers, et finalement, la partie méthodologique, elle est un peu absente. Aussi sur la synthèse, je pense que vous avez voulu écrire gros pour en faire un document plus accessible. Le problème, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de coupes dans le texte avec des tirets, ce qui le rend difficile à lire, même pour des personnes qui n'ont aucun problème de lecture. Donc c'est peut-être quelque chose à revoir. Je suis pas, à voir. Je crois qu'en FALC, on recommande de pas avoir de pas justifier, de limiter les colonnes, mais ça sera à discuter. Donc peut-être penser une version vraiment en FALC, si jamais vous voulez le rendre accessible. Et dans tous les cas, c'est intéressant d'avoir essayé de le faire, même si là, en l'état, ça fonctionne pas tout à fait parfaitement. Et du coup, ma question, comme vous avez beaucoup parlé du cas spécifique de Kersalik, avec les ateliers que vous avez menés à Kersalik, on sent bien que vous en avez fait un petit laboratoire expérimental, et c'est très bien de s'en emparer de ce sujet comme ça. Mais j'aimerais bien que vous puissiez me dire, à votre avis, si on devait faire, pas une charte pour l'éducation artistique et culturelle adaptée, mais pas loin, quelles seraient les 5 choses à mettre en place de manière générique, peu importe le public, que ce soit des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des très jeunes enfants ou un public éloigné de la culture. Ce serait quoi les règles à mettre en place pour faire de l'EAC adapté? Ou 3. Voilà, je dis 5, mais si c'est 3, c'est très bien. S'il y en a qu'un, c'est très bien aussi. S'il y en a 6, c'est parfait. Voilà. Et l'empathie, c'est quelque chose de primordial. Ça, c'est quelque chose qu'on a ressenti. Le fait d'essayer de comprendre ce que la personne en face de nous ressent, d'avoir ces moments de rencontre, c'est quelque chose de nécessaire pour moi. Après, par rapport à 5 cités, je ne sais pas trop, mais l'empathie, c'est quelque chose qui ressort, en tout cas pour moi. Je ne sais pas si... Pour moi, ça serait beaucoup plus l'idée de partage, de ne pas avoir le rôle de juste donner, mais de recevoir vraiment et de s'attendre vraiment à recevoir beaucoup de choses différentes, que ce soit émotionnellement ou des connaissances, et en s'adressant à un public différent, de vraiment apprendre des choses et pas juste essayer d'appliquer ce qu'on a appris. Aussi, comme Ikram a dit, il faut prendre le temps d'écouter les besoins spécifiques des habitants, parce que nous savons que Madame Cathy, par exemple, avec notre atelier, elle nous a conseillé de faire l'atelier pendant l'après-midi, en revanche le matin, parce que pendant l'après-midi, les habitants sont plus motivés et plus disponibles, et aussi de réduire la durée de l'atelier, et parce qu'on peut maintenir la concentration et la motivation des habitants. Donc il faut prendre le temps d'écouter et de penser les besoins des personnes avant tout. Oui. Aussi, je pense la compréhension. Il faut aussi comprendre l'environnement où on se trouve pour en déduire et prendre une conclusion adaptée par rapport à tout simplement aux décisions. Voilà. Merci. Je ne sais pas trop si ça répond à la question, mais quelque chose aussi qui ressort au niveau de l'adaptation de manière un peu plus générale, c'est aussi les troubles psychiques, des choses qui ne se voient pas au quotidien et qui ne sont pas forcément acceptées dans la société. Je pense particulièrement à l'anxiété, notamment dans les milieux professionnels. Et le fait justement d'inclure des aménagements en lien avec une anxiété,
ça serait vraiment important. Je pense que ça, c'est quelque chose que je vis personnellement au quotidien. Et le fait d'avoir travaillé à Kersalik là-dessus, c'est quelque chose qui est revenu, et notamment en lien avec les personnes âgées aussi. Eh bien, merci beaucoup à vous toutes pour le travail que vous avez fourni, pour le travail que vous restituez. Et de la même façon que le PEPS de ce matin avait réussi à nous mettre dans l'ambiance, je trouve que la disposition de ces dessins, qui sont magnifiques, nous met effectivement dans le thème. Je ne crois pas avoir vraiment de questions à proprement parler, c'est plutôt des remarques. Je ne répéterai pas ce qui a déjà été dit. Vous avez fourni un travail monstrueux, c'est pas le mot le plus pertinent, mais un énorme travail pertinent. Vous êtes allé vivre à Kersalik, en fait, le plus longtemps possible que vous pouviez. Et si bien que je rejoins Zoé sur certains peut-être manques de ce 4 pages. Et en fait, je me suis dit, c'est comme si vous aviez peur de dire des choses que vous savez, mais que vous avez peur de dire, alors que dans cette pièce, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est vous, les expertes, de votre sujet de PEPS, en fait. Donc vous êtes les personnes les plus légitimes pour parler du travail que vous avez fait. Donc je me dis, est-ce que c'est peut-être aussi une peur, effectivement, peut-être une angoisse, mais franchement, allez-y, osez, parce que vous avez la matière, en fait. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je trouve que c'est chouette que, par ailleurs, du coup, que vous ayez suivi le conseil et les orientations qu'on a pu vous donner, notamment sur le risque de faire un peu un redit de ce qui a été fait dans le PEPS de l'an dernier. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver, et je pense notamment aussi au PEPS des trans, où effectivement, chaque année, il faut renouveler la réflexion en prenant en compte celle qui a été effectuée auparavant. Et je trouve que c'est chose faite, parce que vous n'êtes pas allé reposer les mêmes questions, refaire les mêmes choses. Vous avez mis un espèce de chapitre 2, en fait, du coup, à ce PEPS. Et donc, ça, c'est preuve que vous avez assimilé ce que vous avez observé. Quand vous mentionnez les observations, en fait, je ne me souviens plus si vous l'avez précisé, mais c'est des observations participantes, du coup, par conséquent. Au sens très propre du terme. Je trouve ça chouette que vous ayez accordé un petit peu de temps au budget, parce que dans mon souvenir, c'est presque inédit dans les soutenances de PEPS. Peut-être que ma mémoire est courte, mais bon, en tout cas, je trouve que c'est bien de donner cet aspect quand même assez concret et nécessaire donc, au projet. Néanmoins, ce qui manquait peut-être, que vous avez dit à l'oral, mais qui aurait pu apparaître sur la présentation, c'est OK, il y a ce budget-là qui est envisagé, potentiel, mais à quoi il va servir ? Vous l'avez dit en quelques mots, mais ce serait bien que visuellement, voilà, il y ait une correspondance. Voilà. Et pour finir, de la même façon où, pour vous avoir accompagné et avoir suivi un petit peu votre projet, nous, on a bien compris qu'il y avait les ateliers participatifs que vous avez mis en place, que vous avez réalisés pour étayer votre enquête, et cet atelier à plus grande échelle, entre guillemets, qui est de l'ordre de la préconisation. Si j'ai bien compris, c'est ça. Et du coup, je trouve que c'est pas tout à fait clair dans le 4 pages, la différence. On voit bien que vous avez fait plein d'ateliers, mais dans la présentation, pareil, c'était peut-être pas très clair. Après, moi, je le savais, mais voilà, je pense à l'audience. Et du reste, je ne pleurerai pas à la soutenance de cette année. C'était le cas l'an dernier, mais c'était pas loin. Donc non, merci beaucoup. C'est un sujet qui est générateur d'émotions, d'émotions fortes. Ça se voit dans la façon dont vous menez votre soutenance, et c'est complètement normal. Et je suis très très fière de vous, en fait, pour le travail accompli. Et le fait que vous ayez réussi à mettre de chacune d'entre vous, dans votre projet. Les ateliers notamment sur les pays d'où vous venez. Il n'y a rien de plus chouette, en fait. Donc c'est... voilà. Donc bravo. On enchaîne. Bien, mais je vais aller dans le sens de ce qui a été dit par les collègues.
mais cette fois-ci en vous donnant des conseils pour le dossier final et pour la synthèse. C'est un peu l'objectif de l'exercice qui vous est proposé aujourd'hui. D'abord, vous féliciter, bravo pour tout ce qui a été dit, mais aussi pour le soin que vous avez pris et la considération à remercier ICRAM au départ, toutes vos camarades. Ça montre aussi l'esprit dans lequel vous avez travaillé ensemble. Et puis jusqu'aux résidents de Kersalik. Toute cette chaîne-là, vous l'avez décrite, et en plus vous l'avez remercié, vous avez commencé par là, je voulais le souligner. Ensuite, ce qui sera intéressant pour vous, ça sera vraiment de valoriser, de raconter votre immersion à Kersalik. Ce matin, c'était le sujet de l'immersion, mais vous avez aussi méthodologiquement, dans votre protocole de recherche, posé une immersion, une observation participante, vous l'avez appelé comme ça, des ateliers participatifs, et puis des restitutions d'ordre ethnographique, des verbatim et des photographies. Il faudra le raconter, ça, dans votre dossier. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? C'est important de le dire, puisque ce n'est pas un choix que vous avez fait par hasard, on le sait. En revanche, il faut qu'on le voit dans le dossier et dans la synthèse. Je vous inviterai aussi à développer les notions d'EAC adaptées. On n'a pas le temps de le faire dans une synthèse, effectivement. Vous avez un petit peu l'occasion de le dresser là. La notion de droit culturel que vous citez également, et puis la notion d'éducation artistique et culturelle. Il va falloir les armer, les outiller un petit peu théoriquement, ces notions dans votre dossier. Vous avez une littérature qui commence à exister, et notamment le mémoire qui a été réalisé l'an dernier par Élodie Thomas sur l'EAC adapté, mais aussi celui réalisé par Armel Botterf, qui sont deux stagiaires, qui sont passés par et le CNCA et Kersalik, et qui en ont fait des mémoires, donc des outils théoriques qui permettent d'outiller la chose. Pardon ? Et le mémoire de Carole Boetti, il y a 3 ans. J'aimerais souligner aussi les préconisations concrètes que vous avez pu faire, alors qui engagent du coup les M1 de 2026, et puis un petit peu l'INSEAC, mais aussi Kersalik, donc c'est peut-être une bonne nouvelle, et qu'on retrouve dans le budget que vous avez présenté. Alors, Philippe Abgras, s'il était là, vous dirait que c'est bien, vous avez un budget qui est équilibré. Je pense que c'est le premier signe qu'on peut voir d'un bon budget. En revanche, je n'ai pas vu la contribution INSEAC valorisée dans votre budget. Vous engagez effectivement INSEAC. Comment, du point de vue budgétaire, en termes de moyens, ça peut être exister, même s'il n'y a pas de somme d'argent qui transite. Il y a de la valorisation des moyens qui sont mis en avant, mais c'est aussi vrai pour Kersalik, d'ailleurs. Évidemment, je vous inviterai à faire attention à la relecture dans votre dossier final. Et même sur le slide, il reste, comme ce matin, quelques petites coquilles, des fautes de frappe, et puis parfois des harmonisations de majuscules. Mais j'en viens à la partie formelle qui est importante, hein, sur votre oral. Je vous félicite sur votre oral. Dans une langue qui, pour certaines, n'est pas votre langue maternelle, vous avez su montrer en chorale une bonne restitution de votre travail, et qui va jusqu'à la parole des résidents, des habitants de Kersalik, à travers ce qui va être une préfiguration du podcast que vous nous livrerez fin janvier. J'ai une question qui est en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur les outils ethnographiques que vous avez déployés. Est-ce que vous pouvez nous raconter les photos et l'usage que vous faites des photos, les dessins, pardon, effectivement, et les usages que vous faites des dessins dans votre dossier. Comment vous en faites quelque chose, un outil, ou pas d'ailleurs, pour votre travail? Pour revenir juste avant sur la question de assez adapté et sur les concepts, sur le dossier, on a lu les mémoires effectuées l'année dernière et les années d'avant sur ce sujet. Et on a essayé de définir ces notions-là, mais on voulait beaucoup plus parler du projet que de définir le assez adapté pendant cette soutenance pour justement mettre en avant le projet exposé. Mais dans le livret, on détaille vraiment ces notions-là et on illustre avec ce qu'on a appris en lisant les autres mémoires et d'autres ressources. Et aussi pour les illustrations sur la table, ils sont utilisés dans le livret justement pour illustrer tout ce qui est émotion, expérience et les personnes aussi qu'on a pu rencontrer. Et pour nous, c'était vraiment un point d'appui pour valoriser toutes les personnes et les interactions qu'on a pu avoir lors de ce projet.
Pour revenir aux illustrations, c'est vraiment en lien avec un dessin d'observation à travers les ateliers. J'ai eu la chance d'avoir une pratique en art grâce à des formations avant, et notamment en classe préparatoire à Bourges, la CPES CAP, qui est une super formation. Et on a pu réaliser justement des dessins d'observation entre nous, mais aussi sur des personnes extérieures, et pas en termes de technique, mais plus en termes d'émotion. Et c'est vrai que j'ai vraiment une pratique autour de la couleur. Et l'idée ici, c'était à partir de dessins d'observation, faire ressortir ces émotions à travers la couleur et quelque chose peut-être de moins réaliste. C'est vrai qu'il y avait ce côté-là qui ressortait aussi. À proprement parler, ou elles vont aller quelque part ou... On voulait justement, si on trouve le temps d'aller, ou de même les envoyer à Monsieur Quélin pour qu'il puisse les montrer à ces personnes-là, parce que justement, on leur a posé la question si elles voulaient et ils voulaient être présents sur les dessins et sur notre livret. Ils étaient d'accord et on leur a promis de leur montrer la finalité des choses. Donc. Si je peux me permettre, ce serait très intéressant parce que certains soignants, moi la première, lorsque j'ai vu certains, voilà, comme la personne qui est derrière, sourit pas vraiment chez nous. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle pouvait sourire. Donc, je pense que c'est très important de pouvoir nous les partager. Il y a vraiment, c'est vrai que c'est devant nous là, mais de les partager avec les soignants, parce que il y a des fois, je pense qu'on les voit plus vraiment comme on devrait les voir. Je voulais juste vous dire que j'ai oublié de mentionner ça, mais la personne présente sur le dessin, c'est la même personne qui témoigne sur l'audio. Je sais qu'au Centre national, on utilise beaucoup le dessin parce que ça nous permet aussi de pouvoir capter certaines intentions, situations dans les ateliers où la photo serait compliquée. Le droit à l'image des enfants, quand les enfants sont lourdement handicapés, par exemple. Et surtout, c'est un moyen de dialogue, c'est un vocabulaire... on peut rentrer en contact avec les autres. J'ai ressenti ça. J'ai l'impression que le fait de dessiner ces personnes avait permis d'établir une relation plus profonde. Est-ce que c'est ce qui s'est passé ? Au-delà juste de faire un portrait, c'était vraiment faire ressortir, en tout cas ce que j'avais l'impression qu'elles voulaient montrer, ce qu'elles avaient à l'intérieur d'elles. Et c'est vrai que j'ai demandé justement à certaines de ces dames si je pouvais réaliser un portrait d'elles. Parce que avant, j'ai travaillé justement sur des portraits avec des personnes âgées en classe préparatoire. Et c'est quelque chose auquel j'ai pensé directement sur vraiment qu'est-ce que, au-delà d'un dessin réaliste, à travers vraiment l'expression, ça pouvait faire ressortir. Et justement, peut-être créer un lien entre nous et elles à partir de ces productions. Très bien. Merci beaucoup. Et vraiment, y compris par rapport à vos expressions. Hier, je crois que vous assistiez, comme nous, à la soutenance de Zeyuli, où il y avait l'intervention d'Emmanuel Lallemand, qui l'avait presque incité à une plus grande radicalité dans la manière de montrer ce qu'il avait fait, d'assumer que c'était des éléments où c'était presque à nous de faire le lien. Et je trouve que vous le faites très bien et très justement. On n'est pas accompagné en tout point, mais enfin, on n'est pas accompagné verbalement en tout point. On est accompagné autrement. Alors, si ça vous convient, on va rajouter quelques mots parce que c'est ce qu'on sait faire ensemble et ce qui est très bien. Tout d'abord, ces dessins, vous les utilisez comme une observation, mais aussi comme un guide et comme la création d'un lien. C'est vraiment, parmi les mots que vous avez employés, c'était l'EAC adapté, une EAC joviale. Et là, on voit aussi des principes qui sont présents au CNCA, mais aussi à l'INSEAC, où on parle de joie. Et ça, c'était important. Et je me suis dit, pourquoi avec Kersalik, le CNCA et les collègues, on s'entend plutôt bien. Il y a aussi une notion qui est une EAC de terrain, c'est-à-dire une EAC basée sur l'observation et l'écoute.
Et je pense que c'est ça aussi qui va pouvoir, sur les questions de méthodo, nous rassembler, c'est cette question de terrain. Il y a une vingtaine d'années, Emmanuel Etis faisait cette chose qui était les sociogrammes que vous connaissez bien, qui sont là pour donner de la chair et à des statistiques qui vont permettre de raconter une histoire. Et je suis allé voir sur mon téléphone pendant que vous parliez par rapport à ces dessins qui pourraient être comme des sociographes qui permettent à la fois à partir d'une personne que d'autres personnes puissent se raconter et se reconnaître. Moi, à un moment, je me suis dit, c'est bien que vous ayez rappelé à la fin que la personne dont il est question, c'est la personne qu'on entend. Et je me suis dit, sur des choses, je vois pas de signature. Est-ce qu'il faut les nommer? Comment les titrer? Peut-être donner des titres à chacun de ces sociographes, si vous en acceptez le nom, et puis si vous ne l'acceptez pas, c'est pas très grave, mais en tout cas, donner un titre. Ça nous... Comme une œuvre, il faut un cartel, il faut nous aider un tout petit peu. Ça, je pense que ça peut être pas mal. Sur ces portraits et dessins d'observation, ils ont été faits sur le terrain ou de mémoire? C'était sur le terrain. Il y avait quelques personnes à qui on a demandé si on pouvait prendre une photo pour que après Aziz puisse réaliser ses dessins. Et il y avait ceux qui ont été effectués, des croquis sur le terrain directement. Voilà. Vraiment, je vous embête avec le mot de sociographe. C'est plus que des croquis d'une restitution d'observation. C'est une manière de raconter des choses, la manière dont Moi, ce que j'avais noté, c'est ce qui a déjà été pointé, et c'est ce que vous avez dit, c'est la question des couleurs, qui est absolument importante, qui va éloigner de l'identité numérique, comme on dit, mais qui va aller vers une identité générique. On va voir plus en sourire qu'une personne, et ça va en même temps à une personne avec des droits culturels. Donc ça, c'était absolument important. Moi, il y a... En effet, mais ça sera votre modalité à trouver avec Kersalik, c'est la question de la restitution et comment les personnes devant les personnes, mais aussi devant les personnels. C'est à voir. Ça, je sais pas comment, mais c'est quelque chose d'important. Nous, on a travaillé et on continue à travailler avec le Festival d'Avignon. On nous demande de faire un peu la restitution, le 4 pages, comme vous, on fait un 4 pages. On nous demande d'aller faire un peu le service après-vente. Puis c'est plus joli de dire restitution devant les publics. Et il y avait une direction qui nous avait proposé quelque chose qui était plus intéressant, c'était aussi de le faire devant les personnels, parce qu'on les oublie tout le temps, parce que comme ils sont experts, et c'était assez intéressant de voir qu'il y a plein de questions qui arrivent. Et je pense que ça, c'est en effet absolument passionnant. Et voilà, sur une chose, et dans vos pratiques, parce que vous avez fait, si j'ai bien compris, manger, vous avez mangé, mais vous êtes aussi allé manger, ça s'appelle la commensalité, c'est vraiment une manière, je veux dire, il y a un restaurant ouvert, une brasserie dans Kersalik, et je crois qu'en dehors même de votre travail, mais là ça devient aussi la difficulté de savoir où ça s'arrête, le travail, et la vie, le fait qu'on y retourne, on devrait tout distinguer tout le temps. Voilà, je vous le dis, c'est ce qu'on vous dit. Et je ne parle pas des métiers passion. Je veux dire, à un moment, on y va aussi parce que c'est bon. Voilà, je crois que vous y êtes allés et que c'est cette manière d'investir et de créer un lien. C'est assez impressionnant. Sur les choses, moi, je vous passerai mes quelques notes ou les quelques coquilles qui sont relatives. Hein. Il y en a un peu, mais pas tant que ça. Et voilà. Alors, j'ai pas vu de questions. Si vous avez fait un truc qui peut nous interroger, lorsqu'il y a la restitution de l'entretien, vous avez choisi une musique qui, normalement, ne fait pas partie de l'entretien. Donc, vous avez donné un peu d'emphase, comme là, vous donnez un tout petit peu de couleur. J'aurais voulu savoir comment vous avez choisi cette musique. Pour la partie de musique, parce que en fait, cette chanson vient de chez moi et utilise autre langage, c'est le langage de Tavanès. Et ils ont raconté une histoire avec sa grand-mère et ça me touche vraiment
Et du coup, je pense que c'est une bonne idée pour mettre dans le sujet de Kersalik. Même si c'est autre langage, peut-être les Français ne comprennent pas, mais ça veut dire quelque chose à moi. Et ce langage, c'est vraiment très belle, mais je voulais partager cette chanson avec les gens qui écoutent. Moi, je vais manger les crêpes. Merci beaucoup pour cette présentation qui m'aide à cheminer, qui me nourrit dans la réflexion puis dans la pratique aussi. Et donc, je souligne la difficulté et la réussite d'être à la fois dans la pratique, dans le faire, dans ces ateliers, et puis d'avoir cette capacité à analyser ce qui se passe, ces enjeux. C'est pas évident. Moi-même, je suis confrontée à cette difficulté-là en coordonnant un projet EAC à l'EHPAD de Pontrieux, les Magnolias. Et donc félicitations pour cette approche sensible. Encore une fois, et vous avez aussi souligné beaucoup la question de la réciprocité, parce que la transmission, c'est dans les deux sens. Et il faut être attentif à ça. Et j'avais une question, parce que je me la pose depuis quelques mois maintenant. Vous avez souligné l'importance des droits culturels. Est-ce que si on se place du côté du personnel soignant, est-ce qu'il n'est pas question aussi de besoins culturels ? Et là, je rebondis par rapport à ce commentaire d'une dame qui considérait qu'a priori, elle n'avait pas besoin de ça et que c'était pas pour elle, et que finalement, elle a joué le jeu, elle est venue. Donc ça m'interroge sur la manière dont on construit tout ça, comment ça se décide. Bon, en général, on n'oblige pas les gens à participer à un atelier, c'est sur la base du volontariat. Mais mine de rien, voilà, faut réussir à cheminer ensemble. Et puis c'est le processus qui compte. On ne sait pas ce qui va arriver parce qu'on ne peut pas décréter que ça va marcher, en fait. Donc voilà, sur cette question, droit culturel, besoin culturel, est-ce que c'est à combiner, est-ce que c'est à interroger Et merci encore. Je ne sais pas si j'ai une réponse vraiment pertinente. Oui, je pense que aussi, je ne sais pas si c'était ça, mais l'équipe médico-sociale a des droits culturels également. Et le fait qu'il soit aussi médiateur dans les projets artistiques et culturels, par exemple avec des artistes, mais aussi dans des créations culturelles collectives, c'est quelque chose de fondamental pour eux aussi, pour leur bien-être et pour justement favoriser également cette interaction avec les personnes âgées. Ça, c'est quelque chose... lors de nos entretiens, justement, on a pu en parler avec certaines personnes qui travaillent à Kersalik sur cette question aussi, est-ce qu'ils participent ou pas à des projets culturels ? Et c'est vrai que pour certains, ils étaient un peu plus en retrait là-dessus. Et c'est une question qui est revenue assez régulièrement. Et donc, on leur a posé la question, justement, qu'est-ce que ça peut leur apporter également ? Et c'est vrai qu'il y a vraiment un bienfait autour de cette idée-là, de ce concept et de ces droits culturels au final qui sont vraiment pour tous. Au-delà des personnes âgées, il y a aussi les personnes en situation de handicap, mais tout le monde en réalité. Donc c'est quelque chose qui est important aussi d'appliquer pour tous. Alors, je ne sais pas si c'était... Si je peux me permettre, je vais juste rebondir. Pour moi, en tant que directrice d'un établissement comme celui-là, pour moi, on fait de l'art tous les jours. Puisque derrière, quand ils accompagnent nos habitants, ils doivent faire ça dans les règles de l'art. Et donc, pour moi, lorsqu'ils font une toilette, lorsqu'ils font un accompagnement à une activité quelconque, mais une toilette fait partie de l'activité, quand ils donnent à manger, il faut qu'ils fassent ça dans la règle de l'art. Et derrière, si on voyait leur métier comme des artistes, et non pas simplement comme des gens soignants, et juste en donnant quelque chose, mais en recevant, et avec, comme vous l'avez bien expliqué, le droit de rencontre d'un don à l'autre. Je crois que derrière, nos métiers sont des métiers d'artistes.
Voilà. Et moi, je valoriserais comme ça. Alors peut-être qu'ils ne le savent pas au quotidien, parce que derrière, on dénigre un tout petit peu ce qu'ils font. Mais peut-être que votre travail à vous, mesdames, c'est justement de leur dire qu'elles font des choses formidables au quotidien, mais de façon très artistique et culturelle. Oui, je pense que dans leur témoignage, elles n'avaient pas justement conscience, à cause de termes, de cette importance justement en termes d'éducation artistique et culturelle, mais aussi sur le fait justement que ce sont des travaux en lien avec la sensibilité et donc par conséquent avec l'art. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est vraiment présent et qu'on a constaté dans leur rôle à chacun au sein de l'EHPAD de Kersalik. Je voulais faire une petite citation qui m'accompagne souvent dans les cours, donc les étudiants qui sont derrière moi ont dû m'entendre, mais je vais la relire parce que je trouve qu'elle est très de circonstance. Elle est de Jean-Michel Besnier, qui est professeur émérite de philosophie à l'université Paris-Sorbonne, et il dit « Le fait d'être vulnérable, c'est ce que l'humanité a fait de mieux. C'est parce que nous sommes vulnérables que nous sommes rentrés en société, c'est parce que nous sommes vulnérables que nous avons déployé des moyens culturels, intellectuels et artistiques de vivre avec cette vulnérabilité. Est-on capable de se réconcilier avec la vieillesse, de se réconcilier fondamentalement avec ce que nous sommes ?» Voilà, et c'est vrai que votre intervention m'a fait penser à ça. Voilà. C'était écrit « Merci ». Maintenant, c'est marqué « Évaluation du projet », mais avant, c'était marqué « Merci ». Donc à ça. D'ailleurs, on va passer à l'évaluation et on vous remercie. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le nous savoir avec un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de nos prochaines diffusions. Merci de votre écoute. Briser des murs, ériger des ponts. L'INSEAC du CNAB.